Il n'est pas rare qu'un navire de guerre ou un avion militaire fasse escale à Wallis, car Mururoa, la base nucléaire française à Tahiti, Polynésie française, n'est pas loin. À Wallis, ils ont pour mission de recruter les jeunes pour l'armée. On les trouvera à Nandaï, en Nouvelle-Calédonie, en France, à Fontenay-le-Comte, Fréjus, Dijon, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Toulon, etc. Et même au Tchad, en Afrique, et pour cause. Fiers de partir pour servir la mère patrie, les jeunes Wallisiens découvriront vite la réalité. En France, ils sont accueillis non pas avec les danses comme ce ministre qui débarque à Wallis, mais par le racisme et l'injustice. Puisque dans les casernes, ils sont juste bons pour les corvées, les lourdes charges, les grandes manœuvres et les gardes, pendant que leurs camarades métropolitains, comme ils disent, s'en vont en permission chez eux. Ils découvrent qu'ils ne sont pas français comme les autres. Ceux qui ont voulu courir après l'argent des mines du nickel s'aperçoivent que cet argent se sauve devant eux au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la poussière des mines et dans la valse des usines. Les belles promesses s'évanouissent petit à petit et laissent apparaître l'affreuse réalité de la misère, des bidonvilles, des accidents de travail et du chômage. Français, mais pas comme les autres. Trompés par la religion des curés, trompés par les promesses de De Gaulle, de Pompidou et de Giscard, les Wallisiens commencent à s'interroger. On évoque le passé, le bon vieux temps où l'on mangeait gratuitement, où l'on travaillait quand on voulait, où l'on dormait quand on voulait et où l'on voulait. Les étudiants wallisiens dissertent comme leurs homologues occidentaux sur la société égalitaire qu'ils qualifient sans pudeur de communisme primitif. Réveil culturel, valorisation des coutumes, recherche d'identité propre sont les mots qui ont fait leur apparition ces derniers temps dans le langage des Wallisiens formés dans la culture française. La masse, elle, n'a rien dit jusqu'en novembre dernier, où brusquement, sans que personne ne s'y attende, et à la grande surprise des personnalités locales et parisiennes, elle sort des cases traditionnelles pour manifester son mécontentement contre la hausse excessive des prix des marchandises. Pendant 4 jours, elle paralyse toute activité de l'île. Elle décide une baisse des prix de 20%. Elle renvoie l'administrateur supérieur représentant la France dans l'île. Elle interdit l'accostage du seul bateau qui ravitaille l'île pour avoir refusé de baisser le fret. Ces événements susciteront beaucoup de réactions. À Paris, on garde le silence comme d'habitude. À Wallis, la population prend tout à coup conscience de sa force, de ses valeurs et de ses coutumes. Dans un article du journal Le Monde, 26 et 27 janvier, on lit ce titre, « Les contestataires de Wallis », et son auteur de conclure, « L'important dans cette affaire est peut-être que les structures sociales traditionnelles du territoire aient prouvé leur solidarité. Quant à nous, nous sommes plutôt tentés de dire que l'important est que certains fonctionnaires mettent en question leur présence dans ces îles. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous constatons que les 99% UDR prennent une autre couleur. Est-ce le processus historique qui a déjà conduit certains peuples colonisés à l'indépendance qui s'amorce à Wallis? S'il en est ainsi, ce sera le plus grand démenti de la prétendue mission humanitaire des missionnaires d'abord et de la France ensuite. Bonne chance, monsieur Stirn.